va commencer cette petite soirée. Je vois des retours comme quoi vous entendez. Bon, c'est déjà bien. Alors, comment va se passer la soirée? Trois interviews d'une vingtaine de minutes pour chacun des intervenants. Et puis, vous pourrez poser des questions sur le chat qui seront synthétisées par Manon et qui, comme ça, évitera les redondances et on posera des questions à nos collègues à l'issue de chacun des trois entretiens. Voilà, ben écoutez, bonjour à toutes et tous. Alors, Gesivi, vous connaissez, c'est une méthode de gestion des situations de violence auprès des publics difficiles. C'est-à-dire qu'on on essaie de trouver des outils qui ont commencé en 2002 pour essayer de répondre à des publics qui étaient en difficulté. Nos champs d'intervention, c'est l'éducation spécialisée, le médico-social, le secours à personne. Voilà, donc moi je me présente, je suis Didier Jaffiol. Voilà, mon cursus professionnel, j'ai commencé comme éducateur la nuit au ministère de la Justice, où on travaillait auprès des publics en situation d'errance et de prostitution. Bon, ma grande partie de ma carrière sur Marseille. J'ai également une petite expérience en tant que sapeur-pompier volontaire et j'interviens, et là je salue mes collègues pompiers qui commencent à se connecter, puisque le SDIS du 30 avec qui on est en convention a amorcé un énorme travail de prise en compte de la violence dans les interventions. Et on a vu le résultat, par exemple, hier, puisque a été jugé un auteur d'une agression violente sur des collègues nîmois. Et par l'accompagnement des pompiers qui ont été victimes, par leur intervention et par le suivi judiciaire, la personne a été incarcérée, maintenue en détention. Et pour nous, c'est une satisfaction parce que c'est quand même inacceptable. On l'a vu encore également sur le 1er mai. On a vu des collègues qui se font régulièrement agresser. Donc, la violence est un risque maintenant, comme le risque sanitaire quand on fait un soin en tant qu'infirmier auprès d'un malade, on fait l'asepsie, on a des techniques d'intervention. Soulever un malade, il y a des techniques de travail sur les charges pour éviter les lombalgies. Et bien, quand on a des publics difficiles qui sont violents, qui sont agressifs, il existe des outils qu'on a mis en œuvre en partenariat. Je suis un des cofondateurs, mais il faut savoir que Gesivi, c'est une intelligence collective. Et ce soir, je salue 3 collègues qui ont eu la gentillesse de prendre de leur temps pour répondre à des questions et pour présenter un peu leurs travaux et leurs livres. Et si tout va bien, on aura certainement 3 stages qui seront proposés. C'est une première, puisqu'en général, Gesivi, on intervient en intara, c'est-à-dire qu'on intervient dans les structures, hôpitaux, MEX, IME, centres fermés, pénitentiaires, psychiatrie, sapeurs-pompiers, des groupes bancaires éventuellement également. Et là, on va essayer au vu des demandes, on va essayer de proposer, on va proposer pour la fin juin 3 petits stages qui parleront donc de la gestion du stress, le premier, le deuxième de la négociation et la gestion de crise, et le troisième du langage corporel. Alors, je les présenterai parce que ce sont 3 garçons modestes. Ils parlent, ce ne sont pas des personnes qui se mettent en avant, mais leur cursus et leur crédibilité fait qu'on est toujours très, très intéressé de travailler avec ces personnes qui ont quand même une expérience pratique, mais après, qui ont fait une démarche intellectuelle pour faire un travail de recherche permanent et de remise en question. Ça, c'est important. Celui qui sait tout, en général, eh bien, un jour ou l'autre, il se retrouve devant de grosses difficultés. Et là, on a 3 collègues qui sont en permanence en train de se former, de transmettre des choses, de les partager et d'essayer d'affiner en permanence, de s'améliorer par rapport au retour d'expérience qu'on a de terrain et pour essayer d'être encore meilleur sur les interventions à venir. Voilà, donc on va commencer dans un petit moment. Je propose éventuellement, Manon, de nous mettre la petite vidéo qui présente Gesivi avec la musique. Ça permettra d'attendre encore des connexions. On a à peu près une 50aine de personnes qui se sont inscrites. Mais bon, en fonction du travail, et puis après, toujours la visio, malgré le Covid, on a une meilleure pratique. Mais bon, voilà, c'est toujours un peu particulier.
Euh, Ben, on va commencer tranquillement. On va voir un peu. On va commencer par Bruno, puisque c'est notre premier intervenant, Bruno Ancrenas, qui est, je vais le présenter, un ancien officier des armées. Il n'aime pas trop qu'on rentre dans le détail. Bon, je vais rester sur l'essentiel parce qu'il a un CV, j'y passerai un quart d'heure, hein. Euh, 20 ans à la Légion étrangère, beaucoup d'opérations extérieures, hein. Quelqu'un qui a connu le feu et qui a des retours d'expérience qui nous ont beaucoup intéressés. Il a intégré l'équipe du GZV depuis pas mal de temps maintenant. C'est un de nos plus anciens camarades et amis. Euh, on va parler de l'outil qu'il a proposé parce qu'en effet, on a affaire à des spécialistes, techniciens et opérateurs spécialisés en technique de combat au corps à corps, les IED, les engins explosifs, la prévention du terrorisme et le traitement du terrorisme, il a travaillé beaucoup avec les Israéliens et d'autres unités. Il a fait des stages dans des milieux très, très hostiles. Ensuite, il s'est orienté vers le coaching des sportifs de haut niveau. Et ça, c'est intéressant. Et progressivement, il en est venu à travailler avec des personnes qui avaient peur. Et c'est un peu la première. Bruno, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Bonjour, oui, oui, je t'entends, il y a pas. Bonjour. Voilà. Donc, Toi, tu m'entends. voilà, tout à fait. Merci. Voilà, la première question que j'ai envie de te poser. Un militaire qui fait une démarche de nous proposer euh, à nos publics, ça peut être des sapeurs-pompiers, des ambulanciers, des infirmiers, mais également tu milites beaucoup dans le travail de prévention auprès du harcèlement de rue et des violences intrafamiliales, puisqu'on a également ça un peu en marge à Gésivy. Au niveau des éducateurs, quel lien tu pourrais faire entre la peur? Alors déjà, est-ce qu'un militaire peut avoir peur? Comment ça se définit chez vous dans vos unités? Et puis la deuxième question, c'est quel lien et quelle expérience tu en as retiré pour créer ce qu'on appelle maintenant le GZOP? Alors, Didier, ce que je dis à chaque fois, hein, tout le monde a peur. Hein, la peur, c'est une émotion normale. Après, ça dépend, qu'est-ce qu'on en fait de cette peur? La peur, c'est comme le stress, hein. Le- la peur, c'est une réaction du cerveau et le stress, c'est une réaction du corps. En fait, tu as un petit peu tout résumé quand tu parles de la méthode qu'on utilise. Moi, ce que j'ai fait, j'ai retranscrit les techniques de préparation mentale individuelle collective, ainsi que certaines techniques de communication non violente au service de la gestion de la violence. Voilà, je ne sais pas si je suis bien clair. Hein. Il suffit de comment je peux pour être le plus performant possible, pour ne pas me retrouver dans une situation compliquée. Et quand je suis dans une situation compliquée, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver un état où je puisse être dans le meilleur de mon potentiel? Hein, c'est pour ça qu'on parle d'outils de performance. Hein, qu'est-ce que je peux faire pour être le mieux possible pour me sortir de cette situation? Alors, dans la méthode, on voit différentes techniques. Hein. Il y a des techniques de relaxation, des techniques de dynamisation, mais il y a aussi des techniques d'affirmation, des techniques pour la résilience, hein, pour développer son sentiment de résilience après, après une situation difficile. Il y a des méthodes pour reprendre confiance en soi. Enfin, il y a tout un panel d'outils qui nous permet d'être un meilleur professionnel, mais avant tout d'être un meilleur homme ou femme, Ok. un meilleur humain. Euh, les unités militaires, donc, si j'ai bien compris, ont mis en place des outils pour essayer justement de. Alors, est-ce que la peur se maîtrise, mais du moins le Ah oui, stress? oui, tout le monde, hein, la police hollandaise utilise la cohérence cardiaque, les militaires jusqu'à récemment utilisaient les TOP. Bon, ça a changé de nom pour des raisons commerciales, mais toutes alors c'était les Rangers utilisent la respiration, les différentes techniques de respiration. Là, actuellement, dans les nouveaux référentiels PSE1 et PSE2, il y a plein de méthodes de respiration qui sont développées. Donc, tout le monde prend en compte en fait que quelqu'un dans une situation de tension génère des émotions, génère des sentiments.
et que ces sentiments peuvent avoir une répercussion sur l'efficacité du travail. De la même manière, à l'issue d'une situation plutôt compliquée, eh bien, les gens ont besoin d'outils pour se recentrer sur eux-mêmes et se sentir mieux. Donc, on peut utiliser des outils avant une opération, avant une intervention, avant de prendre un service. On est dans un service hospitalier, on est en service d'urgence. On prend le service, on sait que c'est un peu tendu parce que voilà, il s'est passé des événements. Exactement. On peut utiliser les outils avant. Hein. Bon, il y a différentes techniques, des techniques respiratoires, des techniques d'imagerie mentale, hein, des techniques de, comment dire, de communication interne. Hein. On se parle à soi-même, le message interne. Il y a des techniques pendant, hein, quand on sent qu'on est en train un petit peu de perdre pied, hein, se recentrer sur soi-même. Et il y a surtout l'accompagnement après. Hein, quand j'ai été un peu bousculé, comment je fais pour mieux vivre ça, pour éviter de générer un syndrome post-traumatique, et comment je fais pour me sentir de niveau opérationnel. OK. Alors, je te donne deux exemples que, très souvent qui peuvent être dans le cadre de l'éducation spécialisée. On travaille dans un centre où il y a des mineurs délinquants, par exemple. Ça peut être l'exemple de l'infirmier qui est au SAMU ou le sapeur-pompier qui va faire une épreuve. On a par exemple des retours d'expérience. Il y a des examens à faire chez les sapeurs-pompiers. Par exemple, le CEPARI. Alors, j'explique ce que, par rapport aux collègues qui ne sont pas, aux auditeurs qui ne sont pas sapeurs-pompiers, le CEPARI, c'est une épreuve qu'on doit faire régulièrement, comme le monter à l'échelle, c'est-à-dire avec un appareil respiratoire. On doit rentrer dans une zone obscure, totalement enfumée, et passer des endroits où vraiment on est confiné, on passe dans des tunnels, on est coincé dans des portes, et bon, on doit gérer l'autonomie respiratoire, et on s'aperçoit quand même qu'au fil du temps, on a des collègues qui sont plus ou moins en capacité, et puis prenant de l'âge, moi, je me suis aperçu qu'il y a des collègues, par exemple, qui ont des difficultés à passer certaines épreuves, même ils sont des fois dans l'évitement. Même chose pour monter à l'échelle. 30 mètres dans le vide, bon, Didier, voilà. dans ces techniques, vous vous entraînez physiquement. Oui. Vous entraînez physiquement. Eh ben, la méthode, elle permet de s'entraîner mentalement. Hein, je me prépare à toute la situation. Hein. Alors, c'est des techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a de la visualisation. Il y a des techniques où on arrive à contrôler sa respiration. Il y a des techniques où on évite que son cœur batte trop vite pour conserver justement son discernement. Et l'objectif de la méthode, il est là, de préparer les gens aux situations les plus compliquées. OK. Donc, on peut préparer Comme quelqu'un un sportif. comme un Un sportif sportif. se prépare. Hein, tu parlais du gars avec son masque qui doit faire une épreuve. Eh ben, tu imagines un skieur avant de descendre, il fait la même démarche. Hein, il s'est entraîné physiquement, mais dans sa tête, eh ben, il se joue déjà le scénario. Et il se le joue de manière positive. Il a déjà répété. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le virtuel, eh ben, le cerveau, il enregistre. Et plus on enregistre, plus plus les chemins dans le cerveau se connectent, meilleure est la connexion, meilleur est le résultat. D'accord. À partir de là, donc on pourrait, parce que je vois qu'il y a des cadres des cadres qui sont dans des structures éducatives ou médico-sociales ou de santé. Si on développe ces outils, on peut diminuer, on va dire, l'échappatoire, qui est des fois la solution de faire un arrêt maladie, de se retrouver dans des droits de retrait ou des situations complexes face à certains événements. Bah, écoute, moi, quand je travaille avec les éducateurs, ils me disent toujours, quand tu n'es pas bien, comment tu vas apporter du bien aux autres? Voilà. Donc, ces techniques, elles te permettent d'être mieux, parfois même d'être bien, et en étant bien, tu fais un meilleur travail, et surtout, tu évites toutes les solutions d'évitement qui sont l'arrêt maladie ou voire la démission, quoi. En général, les gens, ils quittent leur travail parce qu'ils n'en peuvent plus. Hein, soit ils ont beaucoup encaissé et puis ils n'ont pas eu de moyen d'échappatoire, hein, ils n'ont pas de dérivatif. Et bien, au bout d'un moment, les gens, ils font un burn-out et ils craquent. Ok, oui, c'est clair, ça permet de travailler là-dessus. Euh, qu'est-ce que, Après, qu'est-ce que il y a tu... pas de technique Oui. miracle. Hein. Il faut s'entraîner. Hein. Autant, c'est comme quand on s'entraîne à courir à 100 mètres, eh ben, il faut s'entraîner à être bien, il faut s'entraîner à gérer son stress, il faut s'entraîner. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. La présentation des techniques ne suffit pas. Hein. Dans la méthode, il y a les 2 jours qu'on va faire, on va montrer des outils, on va expliquer les outils,
on va mettre en œuvre les outils, mais si les gens, par la suite, ne se les approprient pas et ne les utilisent pas, il n'y aura aucun résultat. Hein, je le dis, c'est comme des outils sportifs. Il faut s'entraîner, il faut pratiquer pour obtenir des résultats. Oui, tout à fait. Bon, tu nous as. On ne va pas rentrer dans le détail après, on présentera un peu le stage, comment ça se construit un stage, comment ça se déroule. Les personnes qui vont vers ce genre c'est quel public qui vient et quel est leur besoin quand ils viennent à ce genre de stage? Alors moi, je gère tout. Hein. Je gère des sportifs. Hein. J'ai des skieurs, j'ai comment on appelle ça, des cyclistes, j'ai des combattants de MMA, j'ai des boxeurs, et après, j'ai des cadres, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai des patrons de boîtes de nuit. Donc, c'est vraiment varié, quoi. C'est tout public. Comme je dis, je propose des outils, j'essaye de les adapter le plus possible à la personnalité de l'individu. Et après, eh ben, une fois que je lui ai montré, que je lui ai expliqué que je lui ai fait mettre en œuvre, c'est à lui de s'entraîner s'il veut justement conserver, optimiser son potentiel et sa performance. Tout à fait. Alors, tu as écrit, tu as participé à un de nos deux livres. Je le montre, celui-là. C'est le secours. Ouais. Secouriste face à un métier à risque, gestion du stress en intervention. On s'aperçoit, puisque quand même le public, les stagiaires qu'on reçoit, c'est quand même 90% d'éducateurs ou de paramédicaux. Qu'est-ce que tu as pu relever par rapport au public du médico-social, ou quand même dans les stagiaires également, on a 75% de personnel féminin, puisque c'est très féminisé dans les métiers du soin, les métiers de l'accompagnement. Voilà. Qu'est-ce que tu as repéré et qu'est-ce que tu Alors, travailles avec eux alors là-dessus? là, je ne vais pas me faire des amis, hein, mais depuis que je travaille avec les gens du médico-social, la première chose que je remarque, c'est qu'ils sont en souffrance. Ils sont en souffrance. Et cette souffrance, elle est surtout due au fait qu'ils ne sont pas écoutés. Voilà. Ah, il y a un gros problème d'écoute. C'est pour ça que je parle des outils de communication, les outils d'assertivité, tous ces outils qui permettent justement cette résilience, hein, de se sentir mieux. Donc, avec le personnel médico-social, c'est ce que je me suis aperçu, c'est qu'ils n'étaient pas écoutés, ils n'étaient pas entendus et ils n'étaient pas considérés. Donc, tout ce qui est estime de soi, ça avait tendance plus ou moins à baisser. Donc justement, il y a des outils sur l'estime de soi, sur la concentration, sur la confiance en soi, hein, qui sont proposés dans le cadre de la méthode. D'accord. Et tu as expérimenté également parce que là aussi, on a souvent des retours, 75% de public féminin, mais également au niveau des personnels masculins. Ils sont en formation professionnelle, mais des fois, ils nous parlent de l'insécurité qu'ils vivent des fois au sortir de l'hôpital. C'est les 23 heures, ils sont sur le parking et le sentiment d'insécurité. Didier, Donc, tu es. Didier, Oui, Didier, la peur, elle n'est pas différente. La peur, c'est toujours la même, que ça soit pendant le travail, en dehors du travail. La peur, c'est toujours la même. Quand tu mets un outil en place, tu peux l'utiliser de partout, à partir du d'accord. moment où tu ressens cette émotion. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, hein. Que ça soit pendant le travail, que ce soit en dehors du travail, les outils, tu peux les utiliser. Et les outils sont efficaces. Ok, donc si je me permets une pointe d'humour, y compris pour la belle-mère qui vient manger dimanche alors que tu as prévu une Ah, sortie voilà, rando, quoi. tu fais, Toutes les. tu fais un petit peu de relaxation, tu fais un petit peu de respiration, tu fais un peu d'imagerie mentale en te disant que tout va aller bien. Tu évites de faire l'imagerie où tu étends ta belle-mère et tout devrait bien se passer. Ok. Donc, les outils que tu as régulent plutôt le stress. Et le stress peut conduire également s'il est mal géré, peut conduire à un passage à l'acte parce Alors, que le, c'est. le, le Comment le ça se passe, stress, ça? le stress, c'est une réaction normale. Le stress, c'est une réaction du corps à un changement de l'environnement. Donc, c'est normal d'être stressé. Après, ce qu'il faut éviter, c'est d'être trop stressé. Quand on commence à taper dans le stress dépassé, hein, parce que le stress, tant qu'on le maîtrise, il nous permet d'agir. Hein, le cerveau, il envoie une information, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Si c'est pas dangereux, je stresse pas. Si c'est dangereux, je stresse. La deuxième question qu'on va se poser, c'est
est-ce que j'ai les outils pour faire face? Si j'ai les outils pour faire face, je sais que je vais réussir. Donc, je vais générer un stress qu'on pourrait appeler positif. Si je n'ai pas les outils pour faire face, eh ben, c'est là que justement, je risque de tomber dans le stress dépassé et manquer de discernement et avoir peut-être des réactions qui ne seront pas adaptées à la situation. Ok. Alors là, on va être plutôt après sur l'après, parce que bon, justement, tu parles de stress dépassé, on peut faire des opérations, des interventions, vivre des événements qui font que, et là on a fêté Cameroun dernièrement, hein, le 1er mai, je pense que dans le métier que tu as fait, il doit y avoir des images, des sons, des choses qui se sont passées, qu'on a dans la tête. Après, je te dis, il y a tout un, comment dire, il y a tout un parcours sur la résilience. C'est comment se reconstruire après un événement difficile. Quels outils je peux, je peux utiliser. Alors, oublier l'événement, c'est pas possible, mais en tout cas, c'est comment je peux utiliser ces outils pour éviter de revivre une situation, enfin, de revivre en permanence cette situation. Comment je peux faire pour être simple? Alors, j'aimerais trouver une bonne image, peut-être pour fermer le livre de l'histoire. Voilà. Quels outils je peux utiliser pour fermer le livre de l'histoire et passer à autre chose? La méthode, elle sert à ça. Oui, à boucler un peu l'histoire. Ouais. Le côté résilience, hein, c'est quelque chose qui va être de nouveau dans le programme et qui va être testé dès lundi. Hein, c'est une nouvelle partie du programme. C'est comment se reconstruire après un événement difficile. Voilà. Donc, je vous dis, il y a bien l'accompagnement de l'avant. Hein, comment je me prépare à la situation, comment je gère la situation et comment je me reconstruis ou comment j'arrive à passer à autre chose. D'accord. Autrement dit, là aussi, bon, les collègues pompiers ou militaires qui sont là, ou ceux qui ont, ou rugbymen, la troisième mi-temps ne suffit plus. Dans certains cas, la cohésion C'est qui est clair. importante. Parce que quand tu veux gérer ton stress, il y a plusieurs façons de le faire. Hein, donc, bon, il y a des techniques. Il y a des gens, c'est par leur relation sociale. Et il y a des gens, faire l'apéro, ça peut suffire à gérer le stress. Le problème, c'est parce que, bon, c'est très convivial. Le problème, c'est quand l'apéro, ça devient une addiction, eh ben là, on tombe dans un autre phénomène, quoi. Hein, si pour gérer son stress, on est obligé de prendre des substances, comment dire, je ne vais pas forcément parler de dopantes, mais des substances dopantes, de prendre l'alcool, de se mettre à fumer, voire carrément de prendre des antidépresseurs, et ben on passe à côté de pas mal de choses. OK. Alors là, on va faire en même temps, on fera des petits sondages pour essayer de voir un peu les retours des auditeurs et des auditrices. Manon va nous envoyer le premier sondage et vous commencerez, si vous le souhaitez, voyez, alors c'est à quel secteur d'activité appartenez-vous? Le choix est unique, donc éducation spécialisée, tout le métier des éducateurs. Gésivi, on est très, très axé là-dessus. Le secours à la personne, tout ce qui est ambulancier, sapeur-pompier, SMUR, SAMU. Le médico-social, c'est les IME, les personnels qui prennent en charge des publics à troubles autistiques, troubles du comportement. Les métiers de la sécurité, et puis autres. Voilà, on vous laisse répondre. Pendant ce temps, Bruno, est-ce que tu nous entends toujours? Oui, 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 oui. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit déroulé des 2 jours de stage qu'on va proposer? Donc, si des personnes sont intéressées, alors il n'y a que 12 places, hein, attention, parce qu'on travaille sur des petits groupes, les 27 et les 26 juin. Comment va se passer Alors, ben, il y aura, comment dire, il y aura une alternance entre explication et application. Hein, toutes les techniques qui seront présentées, on les appliquera. Hein, le premier jour, il va constituer en ça. Le premier jour, on va présenter les techniques. Dans l'immédiat, les gens ils les appliqueront. Et toute la journée, la première journée, elle sera consacrée à ça, la, pas la découverte de la technique. Le deuxième jour, il sera plus centré sur la personne. Et là, on verra comment on développe des qualités comme lutter contre la procrastination, comment on développe son estime de soi, comment on peut développer sa résilience, comment on peut développer son assertivité. Et en même temps, l'objectif, c'est qu'à la fin de ces 2 jours, chacun est plus ou moins construit. Alors, le terme, hein, c'est un terme sportif, sa routine.
sa routine en disant, voilà, en situation de stress ou pour telle situation, je mets ça en place. Et chacun développera des outils pour gérer l'avant, le pendant et l'après. D'accord. Est-ce qu'il y aura des mises en situation ou des… Alors, qu'est-ce que tu appelles mise en situation? Alors, on avait été marqué par une expérimentation que tu avais fait, d'ailleurs qui avait été impressionnante, sur une journée que tu avais appelée Gérer sa peur. Et je le salue parce qu'il y a le plastron, notre ami Nours, qui a été le tueur de masse. Et tu avais fait deux exercices, c'est-à-dire le premier exercice, des personnes qui étaient dans une pièce et il arrivait quelqu'un avec un fusil et qui, avec des déflagrations, des cris et tout, on avait des acteurs. Et puis après, tu avais pris le groupe qui avait fait ce qu'il avait pu. Et puis après, tu leur avais parlé de la gestion de ce stress aigu et de l'organisation en solidarité. Et j'avais été impressionné dans les deux films entre avant, sans préparation, et après, ce qu'ils avaient intégré en une demi-heure, une heure de préparation tant mentale, parce que ce sont des gens qui avaient très peur et que tu avais sélectionné pour suivre cette expérimentation. En fait, non, il n'y aura pas ce type de mise en situation. C'est pas l'objectif de la formation. L'objectif de la formation, c'est vraiment la découverte, l'appropriation des outils et arriver à construire ses propres méthodes, ses propres routines. Comment, quand je suis stressé, quels outils je peux utiliser pour justement gérer mon stress, gérer ma peur, éventuellement apprendre à dire non aussi, hein. Des fois, c'est compliqué, hein. Le fait de ne pas savoir dire non, il y a des gens, comment dire, ça leur abîme leur journée, hein. Donc, tout ça, m'affirmer en tant qu'être humain, parfois, ça suffit, hein, dans une situation de violence. Dire, voilà, il faut me respecter en tant qu'être humain. Parce que, bon, ça, c'est l'expérience qui passe, hein. Ils parlent, souvent, les gens, ils le vivent mal parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Alors, rien faire, ça ne veut pas dire. Enfin, voilà, ils ont surtout subi la situation. Et il n'y a rien de pire que subir. Oui, tout à fait. Ouais. D'être spectateur d'une situation, de ne pas intervenir et après le regretter. Parce que c'est vrai qu'on peut se Après, on retrouver se dans dit des pourquoi phases. j'ai pas agi. Alors, ça, c'est bon, le prochain article qui va apparaître dans SecureMed, c'est les questions qu'on se pose pendant une agression. Et pourquoi on se les pose? Qu'est-ce qui se fait qu'on pose ces questions? Alors, bon, je pense que peut-être, oui, éventuellement, je pourrais aborder pourquoi on se pose ces questions et quelles réponses fournir à ces questions qu'on se pose pendant une agression. Quelles questions? Parce il y a plein de questions, hein. La question pourquoi moi? Pourquoi ça arrive à moi? Qu'est-ce qui fait? Il y a le déni, hein. Il y a la seconde de stupeur. Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi on a ce déni en se disant ce qui m'arrive, c'est pas possible? Et puis après, c'est est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi il y en a qui agissent? Pourquoi moi je suis resté sidéré? Euh, Ça apportera aussi pas mal de réponses à ces questions. Ok. Oui, si j'ai bien compris, un cerveau qui tourne à vide et qui est complètement sidéré, spectateur et qui subit l'événement, c'est peut-être le départ Le de problème, c'est longues quand on années. subit un événement, notre cerveau, il est bien fait. La première chose qu'il veut faire, c'est nous protéger. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont sidérés. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dissociés. C'est pour ça qu'il y a des gens, même si par exemple on a mis euh, la, la prescription pour toutes les affaires de violence sur les enfants. C'est parce que le cerveau, il a tendance à oublier tout ça. Et ça, on retrouve les événements 10 à 15 ans après, quoi. Le cerveau, il nous protège. Donc, le problème, c'est que l'effacement de la mémoire, ça veut dire qu'elle peut ressurgir à tout moment, quoi. Et c'est pour ça que certaines personnes font des syndromes post-traumatiques. D'accord. Je synthétise, hein. Oui, oui, C'est oui, sûr bien qu'il y a des sûr, bien sûr. spécialistes qui vont dire, mais Oui, oui. voilà, j'essaye de synthétiser au maximum pour que les gens comprennent et puis pas Tu n'as que partir 20 minutes. Ouais. dans une discussion pénible. Tout à fait. Mais voilà, si on est conscient des événements qu'on a vécus, si on est conscient de notre action, si on Tu n'as que… comprend, si on accepte, parce que c'est plutôt l'acceptation, la réaction qu'on a eue, on génère moins de stress post-traumatique et on génère moins d'anxiété pour les prochaines situations. Voilà. D'accord. On a On va vous tendance à faire… développer ce qu'on appelle la résilience. D'accord. Donc, vous avez vu le premier sondage, les proportions. Ce qui est satisfaisant, c'est ça nous fait plaisir. Il y a des personnes qui sont hors champ professionnel, c'est-à-dire on a le bon secours à personne, santé, service de santé, service d'éducation, et voilà, on a des personnes qui nous ont rejoints. De toute façon, je On veux va… dire, c'est quelque chose qui est pris en compte parce que cette semaine-là,
j'ai travaillé dans le cadre de la rédaction des nouveaux référentiels PS1 et PS2, justement sur les réactions face à une situation, sur comment garder la maîtrise de la situation et surtout comment accompagner un équipier qui a été victime de stress ou de réaction de stress dépassé. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose Ouais. qui est intéressant, auquel on se pose beaucoup de questions et on aimerait avoir pas mal de réponses. Je te rejoins. D'ailleurs, on en parlait hier avec mon ami et le responsable du groupe OMV, le colonel Tudela Olivier, qui est présent d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on commence à intégrer la dimension humaine et la dimension de tension, parce que quand on Non, intervient la dimension psychologique. La dimension psychologique, ouais. psychologique. Parce que ça fait peur. Quand on parle de psychologie, les gens, ils voient tout de suite, ouais, je vais être obligé de voir un psychiatre, je vais pas bien, tout ça. Non, je veux dire, les réactions psychologiques, le stress, c'est des réactions normales. Et ça, il faut Ah, l'accepter. alors là, bon, voilà, il nous reste quelques minutes. Commencez à poser des questions dans le chat. Manon fera la synthèse parce qu'on ne veut pas non plus prendre trop dilater le temps. Là, on arrive à enfin. Et surtout, Bruno, là, j'aimerais tu viens. prendre mon train parce que je Et, suis devant la et porte. voilà, j'ai compris. Pourtant, tu as un beau paysage derrière toi. Tu as parlé de l'après. L'après, il existe des protocoles, on en a entendu parler, 6C, e-cover, C'est qui énorme. se. Non, non. Alors, Voilà, qu'est-ce que tu je peux le dis nous tout de suite. dire là-dessus? L'e-cover et le 6C, c'est des techniques qu'on utilise sur le moment. Hein, comment dire, l'e-cover et le 6C, c'est des techniques pour faire sortir les gens de l'état de sidération. D'accord. D'accord. C'est pour ramener la personne opérationnelle. Après, c'est deux techniques ouais, qui limitent certes les syndromes, enfin, qui limitent certes les syndromes post-traumatiques, mais c'est juste des techniques utilisables sur le De, moment présent. de retour dans le Ça réel. permet Ouais. voilà, Ouais. de réguler la personne, Mm. de la faire sortir justement comment dire, de cet Voilà. état de sidération. Tu, tu es. Oh là, tu as disparu là. Tu es tombé dans. Non, non, c'est parce que j'ai perdu Voilà. mes écouteurs. Donc, Voilà. oui, si j'ai bien compris, il y a un équipage ou une équipe qui intervient sur une situation d'extrême tension. Un membre décroche. Et là, c'est un outil, ces outils de Voilà, c'est reprise de la simplement réalité pour d'un collègue qui ramener décroche. sur le Ouais. moment présent. Voilà, Voilà. d'accord. Parce que OK. bon, non seulement l'outil, il permet aussi surtout à la personne, parce qu'il n'y a rien de pire c'est le après, le jugement des autres. Hein. Mm. Si je flanche pendant l'action, comment les autres vont me juger? Et donc, ces techniques, elles te permettent de réintégrer le groupe de manière à ne pas avoir le jugement des autres. C'est pour ça qu'il y a, D'accord. voilà, il n'y a pas que ça, mais ça, c'est un des grands avantages. Et surtout, quand on est 6, ou quand on est 6, quand on est 7, quand on est une équipe, tout le monde a son travail. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un sur le côté. Voilà à quoi Bruno, servent. Tout on à aura fait. une petite question pour toi. Oui. Comment peut-on différencier le mauvais stress du bon stress? Vaste question. En fait, le bon stress, c'est le stress qui va te permettre d'agir tout en conservant ton discernement. Voilà. Tant que je peux être stressé, regarde, un, un sportif, le stress, ça va lui permettre de courir plus vite, ça va lui permettre d'être plus attentif, ça va lui permettre d'être plus précis. Parce que ce stress-là, il va améliorer ses performances. Ce n'est pas tellement le stress, c'est les réactions du stress. Le cœur va battre plus vite, le sang va irriguer le cerveau, les connexions vont se faire plus rapidement. Le problème, ça, c'est parce que le gars, il sait qu'il a la capacité pour le faire. Il s'est entraîné pour le faire. Quand on est face à une situation inconnue, et c'est souvent ce qui arrive, on a souvent affaire à un stress aigu. On est surpris, on ne sait pas comment réagir. Et là, le cerveau, il cherche une solution. Et quand il ne cherche pas de solution, il envoie des ordres. Alors, on développe toute une série d'hormones qui nous fait accélérer le cœur, qui nous fait irriguer plus les muscles, mais on n'a pas de réaction. Et c'est ça surtout. Il y a une telle sécrétion d'hormones que le risque, c'est qu'au bout d'un moment, comme il y a sécrétion, mais il n'y a pas de réponse, et ben là, on peut se retrouver en état de stress dépassé. Et généralement, on passe par de la sidération, de la dissociation, voire des réactions un petit peu, comment dire, incohérentes. Hein, c'est le gars qui va essayer d'ouvrir une porte, mais pas dans le bon sens. C'est la personne qui va essayer des réactions qui sont inadaptées. Voilà la différence. C'est que le stress, comment dire, le stress positif, il va nous faire bien agir.
le stress dépassé, il va nous faire faire des bêtises. Hein, quelqu'un qui est en stress dans une situation de violence, il va garder le contact, il va trouver les mots. Bien sûr, ça va être difficile, mais il va plus ou moins gérer la situation. Quelqu'un qui, dans le milieu professionnel, qui passe dans le stress dépassé, eh ben, il peut avoir une réaction inappropriée. Hein, simplement parce qu'il a eu peur. Eh ben, je parle d'un éducateur, il peut mettre une gifle à un jeune simplement parce qu'à un moment, il a cru que l'autre allait le frapper. Le stress maîtrisé, le bon stress, eh ben, il permet de rester dans la vigilance et dans l'efficacité. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci Bruno. Il y a peut-être un sondage qui va arriver là pour. On va te laisser prendre ton train. Voilà, donc pour Bruno, ben voilà quelques questions pour pendant qu'on va faire la transition. Merci Bruno encore parce que bon, je sais que tu es souvent en déplacement. Tu as toujours un pied avec les services des armées sur des secteurs de recherche. Tu en as parlé un peu. Je te remercie infiniment. On va te laisser rentrer tranquillement à la maison parce qu'on aura besoin de toi avec Gésivie. Et je vous rappelle qu'il y aura ce petit stage sur Alès les 27 et 28 juin. Donc, si vous êtes intéressé, vous contactez les collègues. Vous pouvez répondre déjà sur ce petit sondage et on va faire la transition avec Didier Guéguin. Voilà, Didier Guéguin qui est ici. Bonjour l'ami. Voilà, donc je vais te présenter rapidement, Didier. Merci d'être là. Toi aussi, tu es très, très pris parce que bon. Bonsoir. Bonsoir, Didier. Donc, je suis très content de te voir parce que Didier, c'est un garçon qui m'a ouvert les yeux parce que quand j'ai rencontré 2 fois, on va dire, les services où il était, quand j'ai commencé ma carrière d'éducateur à Marseille, il n'y avait pas de formation pour entrer dans la rue, dans les squats, dans les bars. Et j'ai rencontré tes ancêtres qui étaient les hommes de Van Locke, de Georges Nguyen Van Locke, le chinois. Et certains sont devenus des amis maintenant, des retraités, alors qui travaillaient à l'ancienne, dans Marseille la nuit. Et donc voilà. Donc j'ai beaucoup de respect pour ces gars. C'était le GIP, le GIPN 13. Et puis toi, tu as intégré, tu es un fonctionnaire de police, tu as intégré le GIPN, puis le RAID. Tu as eu le parcours et tu as été négociateur. Où là, maintenant, c'est ta spécialité là-dessus. Je tiens à faire une précision parce que je sais que tu n'en parleras pas. Moi, j'apprécie particulièrement, Didier, ce que tu fais au titre associatif. Bon, tu es un sportif encore de gros niveau, puisque je sais que je te suis aussi, tu fais pas mal d'escapades. Là, je crois que tu es rentré des États-Unis pour faire un trail. Mais un triathlon. Un triathlon, voilà. Et par contre, tu œuvres avec des amis à toi dans une association qui s'occupe des enfants et des enfants gravement malades. Et vous vous déplacez avec des costumes pour les aider à vivre un peu mieux leur maladie. Je sais que ça, tu le fais. Et j'ai appris que tu avais passé le BAFA dernièrement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors sur l'association, c'est l'association Joxero. En fait, on est 5 policiers et on se déguise en super-héros pour aller dans les hôpitaux pour redonner le sourire aux enfants. Donc, voilà, donc c'est essentiellement dans les hôpitaux au chevet des enfants malades, mais aussi des enfants handicapés. Et puis on peut faire des kermesses, des associations qui nous appellent. Bon voilà, et puis on vient en Spider-Man, Superman, Batman, et puis voilà quoi. Je tenais à le souligner parce que des fois, on a le clivage, éducateur, le social. On voit les policiers sous le regard uniquement répressif. Et c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et quand on fait intervenir dans nos structures, entre autres à Gésivie, des fonctionnaires de police, ce sont des gens qui ont énormément d'humanité et qui étonnent très souvent. Nous, les retours qu'on a des stagiaires qui disent punaise, c'est un flicard, mais alors au niveau, il nous a appris des choses, il nous a ouvert les yeux parce qu'il y a le facteur humain. Et on va démarrer un peu là-dessus, c'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a des fonctions particulières pour être négociateur? Bon, déjà, c'est sur volontariat. Hein. Celui qui n'en a pas envie, il n'ira pas au stage. Bon, il faut savoir que si on n'a pas envie d'aider, en fait, ça ne peut pas marcher, tout simplement. Il faut être honnête. La négociation, la seule petite particularité qu'on peut trouver peut-être avec certaines négociations commerciales, mais je mets des pincettes, hein, je ne parle pas des grandes négociations commerciales, mais des petites, c'est le mensonge. Pour vendre des pompes, on peut très bien mentir un petit peu, édulcorer la vérité. Nous, on ne ment jamais. On ne ment jamais parce que les personnes, on peut être amené à les revoir.
Donc, soit elles ont un problème psychotique et puis elles vont repartir au centre, prendre leur pilule et elles n'oublieront pas qu'on s'est moqué d'eux. Et on les reverra peut-être dans 6 mois, dans 2 ans. Et si c'est quelqu'un de rationnel, c'est exactement la même chose. Il va aller en prison et il va polluer la prison en disant le négociateur du raid m'a menti. Donc, on ne peut pas se permettre de mentir. Sinon, ça détruirait toute la relation qu'on cherche à établir en permanence avec ces individus. Ok. Oui, il y a des mécanismes. Alors en même temps, je mets le sondage qu'on a fait sur la gestion du stress, hein, que je vous laisse découvrir. On va continuer avec Didier sur la négociation. On fera un petit sondage sur la négo également. Est-ce qu'il y a des principes fondamentaux si en quelques minutes, quels sont les principes fondamentaux? Tu as dit on peut bien négocier si on a vraiment envie d'aider. C'est ce que tu disais. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, au départ, la négociation, c'est les Américains qui nous ont tout appris. Après, on n'a pas tout à fait la même façon de travailler qu'eux, mais en tout cas, ils nous ont tout appris via des recherches qu'ils ont fait, notamment au niveau de l'université de Palo Alto, en Californie. Et un psychologue du FBI a établi l'escalier de changement comportemental. Bon, tout ça, c'est basé sur des études sociologiques qui sont avérées et qui sont encore d'actualité et psychologiques. Et du coup, cet escalier comportemental, il y a plusieurs marches et toutes ces marches amènent à une seule chose, c'est créer la relation de confiance. Et c'est seulement quand on aura réussi à créer cette relation de confiance avec la personne qu'il pourra se dire « Ah, il m'a compris, donc il va pouvoir m'aider ». Donc en permanence, on doit lui dire qu'on est là pour l'aider et on doit utiliser donc des techniques pour créer cette relation de confiance. Mais des techniques qu'on connaît en fait, qu'on utilise tous les jours, mais dont on ne se rend plus compte. Mais bon, évidemment, il faut soigner le premier contact. Et là, je reprends tout la situation depuis le début. Hein. Là, je vais encore plus loin que le psychologue du FBI. Mais si vous voulez, déjà, il y a la préparation. Quand on arrive, le minimum à savoir, c'est déjà le nom de la personne, si on peut. C'est quand même la base. Et donc là, bon, on va se servir des principes de courtoisie. Mais c'est ensuite le premier contact. Donc une fois qu'on a un maximum d'informations, de renseignements sur l'individu en crise, ça va être le premier contact. Le premier contact, ça se soigne. Il y a une façon de prendre un contact avec la personne. On peut tout foirer parce qu'on prend mal le contact ou parce qu'on n'est pas préparé et que c'est fait dans l'urgence. On peut très bien rajouter au conflit un conflit. Parce que c'est très souvent notre comportement qui influence celui de l'autre. Donc le premier contact, il se soigne. Ensuite, on va se servir des liens. La création de liens. Eh bien, des liens, on peut en avoir simplement par les renseignements obtenus en amont. Donc des liens sur la personne, ça peut être familial, ça peut être le sport, ça peut être n'importe quoi. À titre d'exemple, il m'est arrivé avec un forcené, on avait trouvé un point commun, en fait, quand il a vu mon arme, j'avais aucun levier avec sa famille parce qu'il ne pouvait pas saquer sa famille. Et quand il a vu mon arme, il m'a dit c'est un Glock 17. Je lui ai dit ouais, c'est un Glock, tu connais? Et puis il me dit ouais, j'étais parachutiste. Je lui ai dit bah moi aussi. Et en fait, il s'avère qu'on était dans le même régiment. Alors ça, c'est le hasard complet. Mais en attendant, on était parachutiste et du coup, il m'a parlé du respect des militaires, etc., des régiments, etc. Donc ça a créé un lien. Voilà. Et les liens, ça peut être très fort. Et une autre fois, tout simplement, j'étais combattant du gouvernement et lui, c'était un. Donc, vous voyez, des fois, c'est un petit peu tordu, mais ça tient la route. Et on ne devient pas des potes, on ne va pas devenir des amis, mais en attendant, ça match. Voilà. Ensuite, après la création des liens, on va se servir évidemment pendant tout le processus de l'écoute active. Et c'est le plus compliqué, parce que l'écoute active, il faut être à 100%. Donc, il va falloir faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Il va falloir se mettre dans une bulle de confort. Tout ce qui est autour n'existe plus, on est à 100% avec l'individu qui est en colère ou carrément en crise. Ensuite, l'empathie. On va essayer de découvrir quel est son univers subjectif, pourquoi il pense cela. Et non pas être dans le jugement et se dire moi j'ai raison, lui il a tort. Non, il y a une raison pour laquelle il a pété un câble. Donc on va essayer de le découvrir. Ensuite, l'empathie. La reconnaissance, reconnaître pourquoi il a fait cette connerie, reconnaître l'autre, c'est important la reconnaissance, on voit très très bien, et d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, c'est la reconnaissance qu'il y a un tel mal-être par exemple dans
dans le milieu hospitalier ou dans le milieu policier. Ils demandent tous du respect et de la reconnaissance. Ils ne demandent jamais de thunes. Hein. Chaque fois qu'il y a des manifs, hein. Bah, si on te donne 100 € à Noël, nous on prend, mais on veut de la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est en permanence que ça revient chez tous les forcenés, les preneurs d'otages. Tous, y compris dans le terrorisme, hein. Parce qu'ils parlent, les mecs aussi. Et tous, ils veulent être reconnus comme combattants de la foi, de ce que tu veux. Il y a de la reconnaissance au bout. Et là, on en revient à la psychologie et à la pyramide de Maslow, hein, si tant est que c'était une pyramide. Donc, une fois qu'on a cette reconnaissance, ça va aider à créer la relation de confiance. Et c'est seulement quand on a cette relation de confiance que l'autre se dit, il peut m'aider. C'est seulement à ce moment-là qu'il va se calmer. Donc, en fait, tout le rôle du négociateur, c'est de calmer la personne et de réguler ses émotions, c'est-à-dire sa colère, sa peur, sa haine, etc., jusqu'à arriver à un point où il va pouvoir m'aider, mais il va te dire, bah, d'accord, mais du coup, on fait quoi maintenant? Et là, vous pouvez être source de propositions. Et là seulement, vous pourrez donner votre avis. Avant, non. Avant, tout est fait pour lui montrer qu'on est son meilleur ami, sa bouée de sauvetage, et qu'on est le seul à pouvoir l'aider. Ok. Donc, ce que je note, c'est le rapprochement. Autrement dit, dans les équipages constitués, comme les sapeurs-pompiers, où il y a un chef d'agré, un chef d'équipe, en structure hospitalière ou éducative, où il y a un directeur, ce n'est pas forcément le chef qui négocie alors. Le chef ne négocie jamais, en principe. Et non, parce que c'est l'autorité décisionnaire. Si d'entrée, il dit je veux parler au chef, et que tu lui dis tu envoies le chef, et tu renforces son ego, son narcissisme, et il se dit voilà, je parle au patron. Et en plus, quand il va demander quelque chose, ce sera difficile de lui dire ça va être compliqué, il faut que tu demandes à qui, c'est toi le chef. Donc, on va toujours se servir de petits chefs au-dessus, sans être péjoratif, on va toujours se servir de petites strates. Il faut que je demande à la hiérarchie, il faut que je demande à un tel, c'est compliqué, etc., etc. On doit devenir la seule personne avec qui il a envie de parler et le seul qui peut vraiment l'aider. Mais ça empêche que le chef peut être là. Évidemment, s'il y a les galons sur la tenue, ça la fout mal. Il faut comprendre que le top du top, c'est d'avoir un négociateur 1 et un négociateur 2. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, il peut y avoir du stress qui est généré, parce que quand on est pris à partie par un individu qui est en colère, qui vous insulte, etc., on doit gérer nos propres émotions. Donc des fois, ça peut être compliqué, parce qu'il y a des spectateurs, etc., il y a du bruit, il y a du bordel dans l'appartement. Et le négociateur 2, ça peut être aussi un équipier qui peut venir en secours. Parce que lui, en tant que négociateur 2, il n'interagit pas, il écoute tout ce qui se dit. Sauf que lui, comme il n'est pas soumis au stress, celui qui est à la voix, qui est au contact, il va peut-être entendre des choses que l'autre n'a pas entendues. Peut-être un mot qui était hyper important dans la phrase et qui est peut-être l'élément déclencheur de la crise. Et peut-être qu'à un moment donné, il va peut-être prendre la main, mais à ce moment-là, il faudra que le négociateur 1 se mette en retrait et il va peut-être apporter la solution à l'individu, par exemple. Voilà. Ou à arriver avec un petit peu plus calme. Ça peut aussi arriver. Ok. Alors, là, je parle le groupe d'intervention, là, on a le petit résultat du sondage qu'on vous laisse découvrir. Quand même, l'unité, quand ils interviennent, c'est souvent sur des situations qui sont très bloquées. Est-ce que vous avez une proportion de résolutions qui se font que par les mots et qui évitent l'ultime recours, c'est-à-dire l'artillerie qui rentre pour traiter le problème? 80% des situations de crise sont résolues par les mots. 80%. 80%, c'est énorme. Mais pourquoi? Parce que aussi, dans le pourcentage de forcenés ou de preneurs d'otages, tu as 30% qui ont un problème psy. Donc là où il va falloir, c'est réguler plutôt, c'est les psychopathologies. Donc là, c'est un petit peu des fois tordu. Mais ça veut dire aussi que les 70% qui restent, c'est des gens comme toi et moi. Parce qu'il y a eu un trop-plein émotionnel, il y a eu un divorce, j'en sais rien, moi, ou le chien du voisin qui aboie toutes les nuits. Bon, bref, à un moment donné, il y a eu une explosion. On a tiré des coups de feu en l'air ou on a cassé la gueule au voisin. Et puis la police arrive et puis ça recommence dans une recherche d'influence. On va encore insulter le premier équipage, etc., etc. Et puis s'il y a des armes, on appelle le groupe d'intervention. Et puis on entre à chaque fois dans un engrenage. Et nous, on est là pour faire en sorte de calmer la personne et de faire comprendre que maintenant, il faut arrêter là, quoi. Mais c'est souvent des gens tout à fait normaux, quoi. Oui. Donc la résolution, on est à 80%.
Ouais, c'est ce qui est assez important. Alors, maintenant, le lien par rapport au stage que tu proposes, qui est le 29 et le 30 juin sur Alès, comment ça se passe un stage de parce que tu déclines un peu l'expérience des négociateurs dans ces unités d'intervention pour du public qui est le nôtre, c'est-à-dire des intervenants sociaux, sapeurs-pompiers, même, on va dire, membre d'une association ou un lambda qui veut découvrir. Il y a des parallèles, donc on arrive Ah, à bien sûr. Bien sûr, parce que ne serait-ce que sur une gestion d'agression verbale, par exemple, ben, si c'est au boulot, si c'est avec un collègue, etc., tu as déjà des liens. Tu as déjà des liens. Tu as déjà le nom de la personne, tu as des renseignements, des informations, donc déjà, tu as gagné déjà trois marches. Le premier contact, et il est fait, il t'engueule. Bon, bah après, tu n'as plus qu'à peaufiner, c'est la même chose, c'est le même escalier de changement comportemental pour arriver à ce qu'il se calme et puis qu'on aille boire un café ensemble. Ça, c'est quasiment tous les jours. Sauf que ça peut être fait en 30 secondes, 3 minutes, ça vaut mieux, plutôt que d'en arriver aux mains. Et là, c'est très souvent l'ego qui parle. Surtout s'il y a des spectateurs, c'est comme ça qu'on en arrive à des agressions physiques. Mais avec un forcené, ben forcément, ça dure 3 heures, 10 heures ou 30 heures, parce que nous, on a un peu plus de temps. Mais si tu veux, à part certaines marches qui vont manquer dans la vie de tous les jours, c'est les mêmes techniques. C'est les mêmes techniques. Donc, dans le stage, on voit en détail l'escalier de changement comportemental. Ensuite, on fait évidemment l'écoute active. Et ben, on fait des exercices d'écoute active. Et évidemment, ben, tu l'as fait de toute façon, donc tu le sais. Ben, les observateurs qui en gros sont négociateurs d'eux entendent des choses et pourtant c'est un léger stress, on est juste on fait du théâtre, on est observé par les autres, alors du coup le stress monte et quand je leur soumets des scénarios, on discute et tout, ben, on se rend compte qu'ils n'entendent pas forcément tout ce que je dis. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de se concentrer à 100% quand il y a du monde qui vous regarde, quand ils vous regardent. Et quand on débrief, et ben, les observateurs, oui, ils ont entendu plein de choses qui sont méga importantes parfois. Donc, travail sur l'écoute active. Et puis, après, des simulations où là, bon, il paraît que je suis un très bon acteur. Donc là, tu cries beaucoup. Bonjour, bonjour Didier, pardon. On a Bonjour. une question de Nicolas. Alors, est-ce que tu proposes des formations à la gestion de crise ou la négociation dans des cadres privés? Bah, cadre privé, j'organise de temps en temps, mais c'est exactement ce que vous propose Didier. Hein. C'est dans le cadre privé. Après, c'est dans le monde de l'entreprise. C'est ça qu'il veut dire. Ou vraiment en privé, en solo. Non, parce que là, c'est pas possible. J'ai plus assez de jours quand même. Donc, ouais, c'est pour répondre à Nicolas, oui, c'est un peu ce qu'on va proposer, c'est-à-dire pour nous aussi, on intervient, et Didier intervient beaucoup sur des structures qui sont demandeuses, mais là, au vu des demandes individuelles, on a proposé ces 3 petits stages parce qu'il y a des demandes qui sont individuelles. Ça peut être un agent ou un étudiant ou un salarié qui désire se former. L'institution ne répond pas forcément. Et c'est pour ça que là, Didier proposera fin juin ce genre de choses. Avant de terminer, bon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Tu as fait un livre qui est quand même, alors que j'ai lu, qui est passionnant, qui traite du lien. Alors, tu me dis si je me trompe, qui traite du lien entre les recruteurs de la mort analysés par un négociateur spécialisé sur le sujet. Ça s'appelle la communication djihadiste décryptée par un négociateur du RAID. Alors moi, il m'a beaucoup intéressé parce qu'au niveau du tribunal, quand je travaillais sur les mineurs suivis sous mandat judiciaire, on a commencé à avoir les fameux retours zones et on a essayé de comprendre comment ils sont partis dans des embrigadements souvent sur Internet là-dessus. C'est un peu l'objet de ce livre, si j'ai bien compris. Oui, bah, et du coup, ça part de… en fait, j'ai fait deux DU, c'est ça que tu disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on s'intéresse toujours, nous, on continue encore à apprendre parce qu'on apprend toujours. Et mon premier, j'avais fait sur les émotions, c'était un DU, gestion des conflits et des agressions et la négociation de crise. J'avais fait sur les émotions ressenties. Et puis, le deuxième, c'était le DU radicalisation terrorisme. Et là, j'étais arrivé, moi, je voulais juste apprendre sur la radicalisation terrorisme. Mais tu sais, la question que tu es censé te poser pour faire ton mémoire, moi, je suis arrivé, je ne savais même pas ce que, tu vois. Sauf qu'au fur et à mesure que les intervenants nous apprenaient
des trucs, je me disais, mais c'est un truc de fou, quoi, parce que les recruteurs, ils utilisent une communication de base, mais c'est la même chose que nous. En fait, l'escalier de changement comportemental, ils l'utilisent aussi. Alors, eux, ben, ils ne sont pas tous des plus futés, mais en attendant, ils se servent d'une communication de base et elle est efficace. Alors après, eux, ben, ils utilisent juste dans leur discours le complotisme et la propagande, que nous, évidemment, on n'utilise pas. Ils peuvent mentir. Et encore, est-ce qu'ils mentent vraiment puisqu'ils sont persuadés de ce qu'ils racontent? Donc, tu vois, à part la temporalité, nous, on a quelques heures pour convaincre l'individu, en tout cas pour qu'il change son comportement. Eux, à la place d'avoir un individu qui rend les armes, qui se rend ou qui calme sa colère, bah, eux, ils arrivent à une relation de confiance et après, il y a une radicalisation. C'est-à-dire ils vont tout faire grâce à l'empathie et l'écoute active pour que le mec rentre dans leur groupe social. Quand on rentre dans un groupe social, on est tous pareils. Hein. Quand on a un groupe d'amis, de potes et tout, eh ben, on n'a pas envie de le perdre. Et c'est là où est le danger, c'est de commencer à faire des conneries. Mais c'est exactement comme ils rentraient dans la secte Moon ou des adorateurs du soleil ou autre. Hein. C'est exactement la même chose. Pour en sortir, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a en plus l'influence de. Alors, si c'est Jean-Kévin au fin fond de la Bretagne, il n'est pas influencé peut-être par les copains en village, mais si c'est Mohamed dans une cité, moi je peux t'assurer que, enfin, évidemment, maintenant que je travaille avec les jeunes dans les quartiers, je vois l'influence des grands, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un livre qui est passionnant et la préface est d'Alain Bauer. Je vous conseille de le lire, surtout les éducateurs là-dessus, puisque bon, on travaille beaucoup avec l'administration pénitentiaire qui est concernée par justement ces personnes. Et les derniers qui sortent, ce sont les émergents. On s'aperçoit qu'il y a des jeunes qui sortent comme des champignons et qui nous surprennent et qui un jour peuvent nous sauter à la figure. Donc, on n'en parle plus trop là en ce moment parce qu'on a l'impression que Daesh a disparu, mais il y a Daesh en Afghanistan. C'est quand même eux qui ont fait le dernier attentat en Afghanistan. Enfin, et il y a plus de 28 groupes terroristes dans le monde qui vont ressortir. Il suffit d'un peu d'argent et puis ça repartit. Hein. Mais je crois que tu as entièrement raison. Après, il est important de dire aussi que j'ai rien inventé dans le livre. Hein. C'est un travail de recherche, donc c'est documenté quand même. Quoi. Tout à fait. On prend les anecdotes. Ok. Alors, en plus, tes stages sont pleins d'anecdotes et c'est hyper croustillant parce que bon, tu n'es pas de Marseille, mais c'est vrai que tu arrives à captiver le public et ça, c'est vraiment intéressant. Écoute, Didier, merci encore. On te donne rendez-vous 29 et 30 juin sur Alès. Voilà, donc merci encore. Et maintenant, on va passer. Alors, si vous avez encore des questions, on peut encore y répondre parce que bon, ils sont très pris. Hein. À chaque fois, les collègues ne peuvent pas rester jusqu'à la fin de la visio. Et maintenant, c'est Eric Henrion, commandant de police. Bonjour, Eric. Alors, bon Eric, je vais te présenter rapidement parce que bon, c'est passionnant ce que j'ai découvert avec toi. Parce que très souvent, quand on fait des interventions, quand j'étais au pompier ou quand j'étais en intervention au ministère de la Justice, très souvent les retours d'expérience, et on le voit maintenant en formation, les gars ils disent, on est rentré dans la pièce, on sentait que ça allait pas, on sentait qu'il allait nous péter à la gueule, et puis après on s'est dit, punaise, bon, mais oui, il nous a pété à la figure. Et toi, tu as fait des études, donc tu es policier depuis plus de 25 ans. Maintenant, tu es commandant à l'école nationale supérieure de la police nationale. Et puis, tu es un passionné d'arts martiaux. D'ailleurs, tu as fait un petit fascicule qu'on va présenter. Et d'un deuxième, alors là, ça sera le sujet de cette journée qu'on va proposer le 1er juillet, qui est entre autres la communication non verbale, le décalage perçu entre les mots et la gestuelle. Et ça, tu nous as apporté des éléments factuels que tout professionnel, là je parle sous le couvert de tous les collègues qui nous suivent, instinctivement, quand on a du métier, on se dit, ouais, punaise, il se mettait dans le coin de la pièce, il serrait les poings, il nous regardait de travers, bon les gars, on n'y va pas parce qu'on sent que ça va péter. Et ça, c'est tous les gars, sauf le gars qui est inconscient, peut-être envahi par ses émotions, mais on l'a tous mesuré. Et donc, tu as fait ces 2 livres et nous, on t'a proposé de venir nous faire bénéficier de tes connaissances sur le langage corporel et les interactions, contrastes et le contexte entre la victime et l'agresseur parce qu'il se joue plein de choses.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Ouais. Parce que... On m'entend bien, oui? Oui, tout à fait. Ok, impeccable. Alors, je précise, c'est le même livre. Alors, en fait, ce qui est montré, il y en a juste un qui est en version réduite. C'était un premier essai que j'ai fait un petit peu avec ma grande fille qui a fait le dessin de couverture. Elle voulait se mêler à l'affaire, donc j'ai laissé faire. Et le deuxième, c'est une deuxième édition où j'ai un peu rajouté des photos et rajouté quelques principes, ainsi qu'une bibliographie assez conséquente. Ça, c'était pour la petite précision. Et en fait, au niveau du titre, c'est que, alors au départ, ça, c'est issu du résultat d'une formation que j'ai faite à côté du boulot, en communication non verbale. Et il fallait finir par faire un petit rapport de fin de cursus, de fin d'études. Et je l'ai fait là-dessus. Donc, en fait, c'est juste la version un petit peu littéraire de tout ça. Et j'avais le formateur qui nous disait à chaque fois, alors la communication non verbale, déjà, c'est bien. Attention entre ce qui est vraiment scientifique et ce qui n'est pas. Mais en plus, ce qui est vachement intéressant, c'est de voir ce que disait un petit peu Bruno tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre propre comportement, il a une influence sur l'autre et vice-versa. Donc, il y a un jeu de ping-pong. Et il y a un jeu de ping-pong qui se passe dans un contexte. Alors, en l'occurrence, généralement, c'est les situations de conflit. Ça peut démarrer de choses beaucoup plus anodines, mais c'est la situation de conflit. Et effectivement, sur les vidéos, on s'aperçoit qu'il y a comme une espèce de jeu de ping-pong entre l'un et l'autre. Et j'ai fait le même constat que ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent, quand on prend les plaintes des victimes, il y a deux choses qui ressortent. Soit c'est j'ai rien vu, et donc là, on interroge plutôt la vigilance. Soit je sentais bien qu'il y avait quelque chose, mais j'y suis allé quand même. Parce que faut pas se laisser avoir par les préjugés, parce qu'il y a les biais cognitifs, parce que ceci, parce que cela. Ouais, sauf que des fois, les clichés, ça marche. Il faut mieux les écouter. Donc, il y a un petit peu ça que j'ai mis en évidence, et j'ai voulu à chaque fois faire vraiment un tableau parallèle et corrélatif d'un point de vue chronologique. C'est-à-dire que quelqu'un s'approche, j'ai la réaction, je lui vois un signal comme quoi il peut continuer et ça peut déboucher sur une agression. D'accord. Donc, il y a ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'il y a des items. Alors, bon, visiblement, il y a eu une série qui est très connue, qui est Lie to Me, avec, qui retrace un peu l'expérience de Paul Ekman. Mais il y a des items qu'on peut utiliser en tant que professionnel pour identifier les prémices d'un passage à l'acte. Parce que nous, là, Ouais. c'est ce qui nous intéresse, c'est la violence, quoi. Ouais. Brièvement, en fait, déjà, il y a le fait de rompre la distance avec la personne qui va devenir une cible potentiellement. Et il y a deux façons généralement de rompre cette distance, soit de manière très déterminée, donc on s'approche vraiment d'un pas déterminé et il y a une espèce de bloc qui se fait au niveau de la nuque, des épaules et du torse, soit au contraire, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus roublard et qui va rompre la distance de manière très fluide. Donc il n'y aura pas des gestes syncopés, il n'y aura pas d'attitude spécialement agressive, même si des fois on peut se dire c'est bizarre, ça cloche. Mais ça ne va pas spécialement attirer notre regard, justement parce qu'on est plutôt bien éduqué, on est poli, donc on laisse la personne s'approcher un petit peu trop à ce moment-là. Donc ça, c'est une des premières choses. Après, il y a tout ce qui est également je ne veux pas dire le jeu du regard, mais c'est plutôt une espèce de coupure visuelle. À un moment donné, souvent, on voit sur les vidéos, à peu près 8 cas sur 10, comme ça, il y a la personne qui va frapper coupe du regard celle qui est en face. Et après, on peut observer également les mains. Alors, les mains, j'y reviendrai, c'est peut-être des fois des choses plus que je tempère un peu plus, parce qu'on dit souvent qu'il faut observer les mains. Ouais, c'est vrai, mais quand on est proche, les mains sont beaucoup en bas, et donc on ne les voit plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a à voir à la place? Il y avait ça, et puis également, à un moment donné, les gestes d'autocontact un petit peu. Alors, j'étais passé un petit peu dessus avec le masque, mais maintenant, comme on enlève le masque, on peut de nouveau les revoir. Donc, au niveau du visage, au niveau de la nuque, il y a des choses également observées. Et en face, on a parfois des gens qui, justement, alors je ne sais pas s'ils sont sidérés, mais je pense qu'ils sont dans une certaine incertitude. Ils ne savent pas comment réagir, justement, parce qu'on est éduqué depuis le plus jeune âge, notamment à l'école, que se battre, c'est pas bien. Et dans le se battre, on a intégré le se défendre. Donc, on ne sait plus réagir, on ne sait plus bouger, on ne sait plus parler. Tout à fait. Et c'est ce qui m'a surpris d'ailleurs quand tu m'as permis de suivre la formation quand j'étais à la préfecture en tant que délégué de la préfète. J'ai été surpris par. Alors, c'est très illustré par des vidéos qui permettent de travailler l'analyse. Alors après, tu nous expliqueras comment tu fais là-dessus, enfin comment se déroule le stage. Mais j'ai été surpris par les mains qui étaient pas en garde.
Autrement dit, on ne voit pas arriver le coup, quoi. Et quand on s'aperçoit qu'on le remet avec des interventions, on se dit, c'est vrai que rarement j'ai vu le gars en position de boxeur à nous attendre. Des fois, ça arrive, le gars, il nous attend, il nous provoque, mais très souvent, et c'est là qu'on on prend la douche froide parce qu'on ne voit pas arriver le coup. Ils ont les bras très souvent malades. Ouais. Tu parles de… Alors, j'ai trouvé qu'il y avait un acronyme qui était très intéressant. C'est ce que tu vas présenter dans la journée, là. Cet acronyme qui est… Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Comment se déroule le stage et vers où tu vas? Le IRMA Fisc. Ouais, Ouais, je cherchais un acronyme en fait, juste pour faciliter un peu la mémorisation des différentes statistiques qu'on peut voir sur certains tableaux. Et en fait, donc j'ai pris un papier et un crayon, hein, j'ai commencé à faire des petits schémas comme ça. Et en fait, le côté Irma, il y avait un cyclone qui s'est appelé Irma, donc c'est plutôt le côté de l'agresseur. Et le fisc, généralement, tout le monde a peur du fisc. Donc j'ai mis plutôt du côté de celui qui prenait le premier coup. Et j'ai voulu à chaque fois, effectivement, qu'il y ait vraiment une corrélation. Donc j'en ai trouvé le même nombre de lettres. Et en fait, si on décrypte un peu ça, le I, c'est l'intrusion dans la distance. Le R, c'est au niveau du regard, justement. Le M pour les mains. Et à la fin, le dernier, le A, c'est pour les autocontacts. Et de l'autre côté, le fisc, alors il y a un côté un petit peu redondant, c'est le fait d'être focalisé sur une tâche pour celui qui va recevoir le premier coup. En termes de vigilance, alors soit il y a un déni de vigilance, soit il y a la focalisation sur une tâche. Donc, il y a des vidéos à l'appui, on y reviendra sur les vidéos. Il y a le côté… Attends, je décale juste le truc. Le côté I qui est pour l'immobilité. Généralement, on reste un petit peu figé sur place. Il y a également, donc c'est un peu redondant parce qu'à un moment donné, il y a le côté statique pour le S. Donc je différencie un petit peu le fait d'être immobile au niveau des bras, par exemple, et le fait d'être statique, c'est-à-dire qu'on ne bouge même plus. On ne fait même plus un pas de côté, on ne fait même plus un pas en arrière, sachant que ce fameux pas en arrière pourrait des fois permettre de reprendre un champ visuel à la fois géographique et psychologique sur la situation. Pourtant, on ne le fait pas. Et à la fin, le C, c'est que souvent la victime, soit elle se coince, soit elle se fait coincer et elle a moins d'échappatoire que les auteurs. C'est assez curieux, donc on pourra le voir également sur les vidéos. Et donc, je rebondis là-dessus. Effectivement, je fais pas mal d'analyses vidéo pour à la fois voir les différentes situations, celles qui sont purement mammifères, qui peuvent être choquantes, qui peuvent être des fois un petit peu même violentes, mais qui sont moins dangereuses que celles que moi j'appelle les situations asymétriques, où là justement on a affaire à quelqu'un qui est assez fin dans le jeu de la bagarre de rue, face à quelqu'un qui reste sur un mode mammifère. Donc en gros, il y a quelqu'un qui s'approche en douceur face à quelqu'un qui reste sur un mode gorille et qui envoie plein de signaux, il veut en découdre, mais ça c'est autant de coups de téléphone lancés à l'autre. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il ne voit pas le coup arriver. Et puis à la fin, il y a aussi des situations de prédation. Alors, je vais un peu plus loin par la suite parce qu'on a développé un module pour un autre service de police où on cherche à voir un petit peu qui, dans un groupe, va effectivement avoir un comportement décalé par rapport aux autres qui laisse penser qu'il pourrait passer à l'acte. Il y a aussi cette problématique-là. D'accord. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que j'ai pensé à toi dernièrement quand un jeune me disait à l'issue d'une garde à vue, il me disait, mais monsieur, aujourd'hui, avec les téléphones, ça nous facilite la tâche. Alors, ils font la gachon, c'est-à-dire la surveillance à la sortie d'une gare. Et c'est vrai qu'il me faisait comprendre avec ses mots, ce gamin, que les gens étaient toujours l'attention accaparée par le téléphone pour prendre les textos, envoyer un message à son rendez-vous, le GPS. Et bon, le jeune nous disait, c'est facilitateur pour nous parce que bon, vraiment, ils ne sont pas, comme dit Van Damme, aware, quoi. Ils n'ont pas l'environnement, quoi. Ouais, sur ce point-là, effectivement, j'y viens aussi assez fréquemment dans le terme aware, au niveau de la vigilance et tout ce qui s'ensuit. Alors, à l'ENSP, j'ai eu la chance de croiser le chemin d'une jeune chercheuse associée là, qui travaille également à Dijon en école de commerce et qui a fait pas mal d'articles sur la vigilance. Et donc, dans son registre, la vigilance, c'est également une émotion. Alors, je ne vais pas reprendre la définition académique, mais en gros, il y a une composante cognitive, subjective, motrice. Et c'est vrai que dans la vigilance, c'est aussi le cas. C'est-à-dire que quand quelqu'un est vigilant ou pas vigilant, ça se voit dans la traduction corporelle. Et il y a un auteur qui s'appelle Plutchik qui a développé sa roue des émotions, et lui, il a placé la vigilance à l'exact opposé de la surprise. Autrement dit, ça permet, en travaillant la vigilance, ça permet de pallier la surprise.
Et dans un autre registre, il a placé tout ce qui était colère à l'opposé de peur. Donc en fait, en travaillant sur sa colère et sur son agressivité, on peut arriver aussi à réguler un peu la peur. Alors ça, La c'est très difficulté étant bien. après de repasser sur off quand on engage les chevaux sur l'avant, quoi. Alors ça rejoint un peu les propos du collègue, du colonel de Tudela qui gère le groupe. Aujourd'hui, il faut se préparer quand on intervient sur une situation un peu sensible, sans tomber dans la parano, mais être vigilant. On va dans un conflit familial, il y a une personne qui est prostrée, on ne s'avance plus comme on faisait avant, sans aucune vigilance, parce que l'effet de surprise, on s'aperçoit sur les équipages, est particulièrement néfaste parce que les équipes le vivent des fois très mal. D'où l'intérêt, c'est vrai, d'avoir cette... Et même quand on est dans le véhicule ou quand on est à la prise de service à l'hôpital ou dans un travail éducatif, les éducateurs, c'est se briefer, parce qu'on parle beaucoup de débriefing, mais on s'aperçoit que le briefing, ça permet dans le fourgon de se préparer mentalement à faire face au cas où. Et ça, je crois que c'est des nouveaux paradigmes, quoi. Avant, on Bah, ne faisait pas ça. ça rejoint un peu, je pense, ce que disait aussi Didier tout à l'heure par rapport à la négociation. C'est-à-dire que tu me dis si je me trompe, Didier, mais à un moment donné, il me semble que la prise d'information est vachement importante. Et donc, tout ce qui est briefing, là, ce que tu évoques là, ça me fait un peu penser à ça. Carrément, ouais. C'est primordial, de toute façon, c'est comme l'entraînement, voilà. Plus tu es entraîné, plus tu vas pouvoir t'adapter lors d'une situation voilà, qui n'a pas été prévue du tout. Ouais. Okay. Donc sur une journée, on peut arriver quand même à faire le tour un peu, d'avoir des éléments, des points clés qui permettent à un opérateur, à quelqu'un d'identifier le passage, Alors, les prémices d'un passage à l'acte. ce qu'on fait, alors, je fais parfois cette formation-là, alors pour des surveillants de prison, je le fais aussi pour tout ce qui est des fois réseau des écoles de service public. Et donc, il y a des petits scénarios de simulation qui peuvent être également créés là-dessus, qui peuvent être relativement décontextualisés, si tu veux, du monde professionnel auquel appartiennent les participants, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont vachement standards. Je prends un exemple tout bête. Pour le réseau des écoles, on avait fait sur quelque chose qui démarre sur un agacement de quelqu'un qui se présente à la préfecture parce que le site de la NTS ne fonctionne pas. Et donc, entre-temps, voilà, il y a plein de petites embûches qui arrivent, et donc on filme ça et on débriefe après pour venir sur le reste. Je ne le fais pas forcément tout le temps, parce que je me suis aperçu que les simulations, parfois, les gens ils s'en remettent, hein, mais pouvaient parfois mal le vivre, d'une part. Et d'autre part, il y a un côté spontané qui est quand même moins net que si c'était une vraie situation. Donc c'est la différence entre la simulation et la mise en situation. La mise en situation, véritablement, ce serait sur le terrain, mais en termes d'assurance, c'est plus compliqué. Mais pour ça que les vidéos, c'est un support qui est vachement intéressant, parce que là, en plus, la personne est vraiment extérieure à ça, et elle a un champ de vision, du coup, qui est moins restreint sur ce qu'elle aura dit ou fait. Bon, Okay. à voir. À voir, parce que des fois, je mets en place comme ça des petites simulations sur le moment, des micro-simulations, en fonction de ce qui vient du groupe aussi. Donc, ça dépend des échanges. Donc, oui, donc tout ça, on le découvrira quand tu vas venir sur Alès le 1er juillet. Je vois, il y a Colonel Tudela qui dit oui, quels sont les outils qui vont être apportés? Ben ça, c'est la réponse, et je pense ce que nous demande Alexandre Bouvier. Ouais. Alors, je peux préciser un petit peu, hein, c'est le fait de repérer les signes de passage à l'acte agressif, d'une part, de prendre conscience de l'importance de la distance et de l'environnement immédiat, que ce soit pour fuir, pour se protéger, etc., en termes d'embûches également. On va s'interroger aussi sur le fait, ok, on repère ça, mais comment est-ce qu'il y a une gestuelle, un comportement qui pourrait laisser penser qu'on ne va pas justement développer comme ça l'issue physique. Et puis après, on peut s'arrêter aussi sur le problème du côté déceler l'anormalité dans l'anormalité par rapport à un groupe. Voilà. Okay. Et pour compléter ce que dit Olivier, c'est analyser le risque et l'identifier pour adapter nos actions de secours et de protection. Et en effet, c'est vrai que ça, on s'aperçoit. Il faut prendre du temps pour analyser. Moi, je dis toujours aux équipes, il est plus facile de stopper un engagement que de devoir faire machine arrière, parce qu'après, des fois, avec les émotions et la colère, des fois, on a des collègues qui peuvent déclencher l'agression en se mettant dans un effet miroir. Ça, on s'aperçoit, c'est important, quoi.
On va bientôt conclure. S'il y a encore des questions concernant les deux collègues qui sont toujours présents. Donc, je vous redonne les dates. Gestion du stress et des émotions, ce sera avec l'optimisation de la performance, c'est 27-28 juin sur Alès. Négociation 29-30 juin. Langage corporel avant l'agression, 1er juillet. Donc là, c'est l'occasion, on ne va pas le faire, on va peut-être le faire qu'une fois, mais c'est pour permettre à ceux qui n'ont pas la chance des fois de suivre en intra dans l'institution. Donc, vous pouvez contacter après les collègues de Gesivi qui peuvent vous donner des informations sur cette succession de stages. Voilà, pour ceux qui viennent de loin, qui peuvent rester sur la durée complète. Merci Didier, merci Eric, merci à vous, à tous les collègues. Merci à tous. Merci, c'est un très bon moment parce que c'est toujours très enrichissant de travailler avec vous là-dessus. Bonne continuation et puis à très bientôt.